contre le mur, ordonna Tabarin, en jetant le pistolet déchargé. Je n'ai plus qu'une balle, mais je ne vous raterai pas. Mademoiselle Drouet? On ne peut pas faire un pas sans vous rencontrer, fit ironiquement Benvenuti. Et voilà votre ami, ajouta-t-il en regardant Guillaume. Nous vous avions sous-estimé, je l'avoue. Tous reculèrent prudemment devant les truands, sauf Élisabeth, tétanisée de peur. Toi aussi, lapin bêche, tonna Tabarin. Pousse tes fesses de là. Pain bêche s'indigna Thomas. Pousse tes répéta-t-il en s'étouffant. Monsieur, je ne tolérerai pas que l'on insulte mademoiselle. J'exige réparation. En 3 pas, il fut sur Tabarin. Bontemps, toujours dans l'ombre, en profita pour faire diversion. S'emparant d'une potiche de grand prix trônant sur une sellette, il la lança sur Tabarin, qui, sous le choc, lâcha le second pistolet, sans attendre. Cécile, d'un coup de pied, l'envoya glisser sous une grosse commode. Nous sommes à égalité, fit Benvenuti en fendant l'air de son épée. Voilà l'heure de vérité, Lourmel. Choisissez votre camp. Vert de peur, Lourmel regarda les antagonistes, n'arrivant pas à se décider. Rendez-vous! Vous n'irez pas loin, lança insidieusement Bontemps en approchant. Tu n'es pas armé, mon gros, et nous ne ferons qu'une bouchée de ces genoux, fanfaronna Tabarin. Vous parliez d'en découdre ajouta-t-il pour Thomas. Qu'attendez-vous? Votre laideron vous regarde. La provocation fit son effet. Thomas, fou furieux, fondit sur le rouquin. Élisabeth se mit à hurler de plus belle, tandis que Benvenuti s'en prenait à Guillaume et que Silver s'attaquait à Lourmel. Mon Élisabeth? Un laideron? Beuglait Thomas en frappant comme un forcené. Mordieu, je vais vous apprendre. Guillaume avait affaire à forte partie. L'homme en noir maniait son épée de Tolède comme un maître d'armes. Lui n'avait qu'une faible expérience, à peine quelques faux duels arrêtés au premier sang avec la bande rivale de son académie et sa courte instruction au Louvre. Je me rends, cria Lourmel en levant les mains lorsque Silver l'eut désarmé. Puis Thomas, en hurlant, tomba à genoux, le bras transpercé. Aussitôt, Élisabeth, telle une furie, se précipita en vociférant sur Tabarin. Elle lui aurait sans doute crevé les yeux si elle n'avait pas été arrêtée au passage par Cécile. Calmez-vous, fit son ami en la secouant. Venez m'aider à pousser cette commode. Il faut récupérer le pistolet avant qu'il ne s'entretue. Et tandis que Bontemps traînait les deux blessés à l'écart, Silver s'attaqua à son tour à Tabarin qui, plein de morgue, riait à gorge déployée. Le truand ne respectait aucune règle, frappait à tort et à travers, privilégiant les coups bas. Bon sang, poussez! Hurlait Cécile à une Élisabeth en larmes. Encore quelques pouces et je pourrais l'atteindre. Elle s'arc-bouta une dernière fois contre la commode, puis, en criant victoire, elle se saisit du pistolet. L'homme en noir s'essoufflait. Le jeune Saint-Béril était plus coriace qu'il n'y paraissait, et comme chaque fois qu'il avait un adversaire de valeur, Benvenuti se dit qu'il était bien dommage de devoir le tuer. Quelques années de pratique de plus, et il serait devenu imbattable. Guillaume le ramena brutalement à la réalité par une profonde entaille au côté. L'autre riposta aussitôt par une feinte, et, à son tour, Guillaume sursauta sous la brûlure d'une estafilade à gauche. « Que personne ne bouge !» s'écria Bontemps, en pointant l'arme à 2 mains. Cécile regarda Silver désarmer le rouquin, puis aligner un Lourmel blême entre ses 2 acolytes. Élisabeth, quant à elle, alla se jeter au cou de son héros, ébahie par une si soudaine affection. Comme vous pouvez le constater, mon cher Lourmel, fit ironiquement Bontemps, en montrant la porte close de l'antichambre, votre amie madame la marquise n'est pas venue à votre secours. Je n'ai rien fait, je suis innocent. Tout cela n'est qu'un affreux malentendu, hoqueta Lourmel. Ah oui, vous l'expliquerez au bourreau, quand il vous passera à la question. À ces mots, Lourmel perdit pied. Ils m'ont obligé, ils ont empoisonné là. Lourmel se figea tout à coup, la bouche ouverte dans un appel muet, les yeux exorbités, avant de glisser au sol, mort. Ils virent alors Benvenuti jeter négligemment le petit stylet qu'il venait de planter dans le dos de son voisin, puis dire, sans la moindre émotion, « Je n'ai jamais pu supporter les lâches, et quant à moi, le bourreau qui me fera parler n'est pas né. » Aussitôt, Silver et Guillaume s'empressèrent de les fouiller sans ménagement, pour éviter de nouvelles mauvaises surprises, puis les attachèrent, pour plus de sécurité, avec les cordons des rideaux du salon de Vénus tout proche. Lourmel, le chaînon faible de l'équipe, leur aurait été d'un grand secours pour remonter la filière. Les 2 autres, de vrais durs à cuire, ne lâcheraient pas le morceau de sitôt.
même avec les arguments de choc du bourreau. C'est fini, vous avez perdu, fit Cécile, en soutenant le regard de Benvouti. C'est vous qui avez perdu, votre prince, ricana Tabarin méchamment. Je croyais que tuer les enfants, cela portait malheur. Benvenuti la fixa bizarrement. Une fois, j'ai fait grâce à une petite. C'est fou les ennuis qu'elle nous a causés. Elle était tombée à l'eau, et je jure que j'en étais innocent. Un gamin a tenté de la sauver, mais elle n'avait aucune chance de survivre. Elle s'est noyée. C'était il y a bien longtemps. Non, j'ai survécu, fit Cécile avec calme. Maintenant je te reconnais, souffla Benvenuti en hochant la tête. Et toi aussi, ajouta-t-il en montrant Guillaume du menton. Tu étais bien jeune, mais déjà courageux. À son âge, on oublie vite. C'est bien ce que tu disais, se moqua Tabarin, alors que Bontemps et Silver les empoignaient pour les emmener. Comme une colonne de fourmis disciplinées, les valets commençaient à rassembler les restes pour les pauvres et à emporter la vaisselle sale. Au loin, à la lueur des torches, les jeunes gens dansaient la gavotte et le passe-pied au bosquet de l'Encelade, et l'on avait laissé les vieux à leur menuet rigide au bosquet de l'Étoile. Par la fenêtre de la chambre, Guillaume vit la silhouette de sa sœur assise avec leurs amis. Thomas, le bras en écharpe, tendait un verre à une Élisabeth enfin béate d'admiration. À deux pas, Silver, avec de grands gestes, racontait sans doute l'arrestation. Cécile se mit à rire doucement en reposant l'enfant dans son berceau. Allez vite chercher la nourrice de remplacement, fit-elle à la remueuse. Ce petit glouton a faim. Il est guéri, Guillaume, ajouta-t-elle pour son ami. Regarde-le sucer mon doigt. Il s'approcha aussitôt du berceau et la prit joyeusement par les épaules. Puis, ensemble, ils contemplèrent l'enfant qui, les yeux fermés, suçait bruyamment son index et son majeur. Comme n'importe quel jeune couple admirant leur bébé, pensa-t-elle, avec un pincement au cœur. Dis-moi, Guillaume, si je n'étais pas riche, m'aimerais-tu un peu? Tu le sais bien, répondit-il en piquant du nez. Mais tu es riche, te voilà comtesse, et je n'aurai qu'un titre de chevalier. Alors je ne veux pas de cette fortune, ni de ce titre. J'en aviserai l'ambassadeur dès que possible. Ne dis pas de bêtises. Pense à tous les riches amoureux que tu vas avoir, joli comme tu l'es. Et toutes ces belles toilettes que tu vas porter aux fêtes de la cour. Moi, je ne pourrais pas t'en offrir le 10e. Sans parler des rondes jambes, des intrigues et des jalousies, soupira Cécile. C'est toi qui me connais bien mal. Je ne suis pas faite pour ce genre de vie. Guérisseuse je suis, guérisseuse je reste. Alors réfléchis à tout le bien que tu pourrais faire avec cet argent. Des hôpitaux comme en rêve Catherine, des écoles pour les enfants pauvres. Des projets de ce genre, j'en ai plein la tête, c'est vrai, mais seulement avec toi pour m'aider, insista Cécile. On racontera partout que je t'épouse pour ton argent, tenta-t-il d'expliquer. À son grand étonnement, Cécile se mit à rire. Est-ce une proposition, monsieur de Saint-Béryl? Je l'accepte. Nous vivrons avec ta pension de garde et mes 100 000 livres serviront aux pauvres. Cela te va-t-il? Guillaume la regarda alors, de l'espoir plein les yeux, puis déclara. Il se passera des années avant que je prenne du galon. M'en moque, fit-elle en se pendant à son cou. Nous n'aurons pas d'hôtel, pas de carrosse, pas de domestique. Je m'en moque, répéta Cécile en souriant béatement. Guillaume se penchait vers elle pour l'embrasser, lorsque la porte s'ouvrit à la volée sur un Bontemps écarlate d'avoir couru, suivi de la remueuse et de la seconde nourrice, Madame Laure. Bontemps, il est guéri, fit fièrement Guillaume. Et nous allons danser pour fêter cela, ajouta-t-il en prenant Cécile par la main. Tu sais danser le menuet et la gavotte au moins, lui glissa Guillaume sur le pas de la porte. Ben, on va bientôt le savoir. Épilogue. 15 septembre 1682. Le soleil se couchait à l'horizon du Grand Canal. L'automne allait commencer et le jardin, avec ses arbres du vert au roux, était un enchantement. Un enchantement aussi que cette grande galerie où ils s'étaient rassemblés. Dans les glaces que les ouvriers commençaient à poser, se reflétait la lumière dorée du soleil, emblème du roi. Ils s'étaient postés là, tous les 7, au centre même du château, avec devant eux la perspective parfaite du grand canal où se noyait le soleil. Toussaint avait raison d'être si fier, la galerie était vraiment la plus belle chose construite de la main de l'homme. Peut-être qu'un jour, on l'appellera la galerie des glaces, fit Cécile, en regardant autour d'elle. Cela sonne mieux que le corridor des princes.
Regardez, les voilà, s'écria Pauline en montrant Louis XIV dans les jardins. Aux côtés du roi, sur sa chaise à roulettes, se tenait le vieux chevalier, fier comme un pape. Un carrosse était venu le prendre ce matin pour le conduire au château. On l'avait monté en chaise à porteur jusqu'aux appartements du roi, devant les courtisans, ébahis, qui avaient vu passer ce vieil homme vêtu à la mode de Louis XIII et s'étonnaient que le roi puisse faire tant de cas d'un ancien serviteur de petite noblesse. Et le roi avait même souri fièrement quand le vieux Saint-Béril lui avait dit « Petit Louis, que votre jardin est beau !» Le brave Mathurin avait loué une épée et un chapeau au concierge du château afin de pouvoir assister avec Catherine, raide dans ses habits du dimanche, au repas du roi. Depuis le fin fond de la pièce, il n'avait aperçu que les plumes du chapeau de Louis XIV, mais sûr que dans 10 ans, ils en parleraient encore. La cour part le 21 à Chambord pour la saison de chasse. Venez-vous demanda Hildy à Cécile et Guillaume. Oh oui, venez, renchérit Élisabeth. Chambord, sans vous, cela va être ennuyeux comme la pluie. Vous exagérez, Élisabeth, rétorqua Thomas. Nous chasserons un jour sur 2. Je déteste la chasse, mon ami, vous le savez bien. Et je ne comprends pas que vous puissiez faire du mal à ces petites bêtes, c'est barbare. Mais Élisabeth, les petites bêtes, vous les mangez, non ? Élisabeth poussa un soupir d'exaspération. Elle s'éventa avec force puis lui expliqua, comme à un enfant. Cela n'a rien à voir. Quand un boucher tue un mouton, il ne lui court pas après avec une meute de chiens et des piques. À son tour, Thomas hocha du chef avec une mine de martyr. Depuis qu'ils s'étaient réconciliés, ils passaient leur temps à se chamailler comme chien et chat, sans doute pour avoir le plaisir de faire la paix ensuite, se moquaient en riant les 5 autres. Finalement, je me demande ce que je vous trouve, pesta la jeune fille. Nous ne sommes d'accord sur rien. Et puis, d'ailleurs, j'en ai assez. Reprenez donc votre bague et rendez-moi mes rubans. Elle tira sur le magnifique anneau dont il lui avait fait présent pour l'ôter de son doigt, tandis que Thomas croisait les bras avec un air résigné qui déclencha une vague d'hilarité dans le petit groupe. Le jeune homme finit pourtant par répliquer. Gardez donc cette bague, Élisabeth. Vous me l'avez déjà rendue 3 fois cette semaine. À force de l'enlever et de la remettre, vous allez finir par l'user. Élisabeth fit une moue de reine offensée avant de soupirer. Vous l'aurez voulu. Je la garde jusqu'à ce que nous allions à Chambord. Nous restons à Versailles avec le petit duc, dit Cécile. Guillaume et moi venons d'être affectés à sa maison, et il est bien trop jeune pour voyager. La marquise ne souhaitait pas venir, mais le roi l'y a obligée, reprit Élisabeth. Mais elle ne nous aurait pas manqué, elle. Elle se sent très lasse, paraît-il, et souhaitait se reposer dans son château de Clagny. Mon œil, répliqua Thomas. Elle essaie de se faire oublier en attendant que l'affaire se tasse. Il faut dire que Tranchelard et Trois Doigts n'ont pas été avares de confidences. C'est l'ennui avec les mercenaires, fit ironiquement Silver. Ils sont prêts à tuer pour de l'argent, mais pas à mourir pour une cause. Grâce à eux, Bontemps et la Régnie espèrent démasquer les chefs de ce réseau avant qu'ils ne quittent la France. Savez-vous que notre bonne amie Héloïse a elle aussi des ennuis de santé railla encore Élisabeth. Depuis la mort de Lourmel, elle a comme un poids là sur la conscience. Non, sans rire, la coupa Guillaume. Elle a vraiment une conscience ? En tout cas, elle n'a plus son sourire d'ange et elle a demandé à quitter la cour. On raconte que la marquise va la marier à un duc, un certain Montauban. Héloïse va donc avoir un tabouret. Mon Dieu, quelle promotion! Fit ironiquement Pauline en imitant les commentaires de la marquise. Je la vois déjà, rajouta Silver, une main sur le cœur, à la manière des tragédiens, sur ses terres en Picardie, élevant avec amour les 5 enfants que le duc a eus de sa première femme. Pauline regarda Silver d'un air malicieux, puis poursuivit sur le même ton emphatique. Mesdames et messieurs, voilà une histoire qui se termine terriblement mal. Mon fiancé et moi, nous ne nous marierons pas. Nous ne serons pas heureux et nous n'aurons pas beaucoup d'enfants. Eh bien, nous si, lança joyeusement Guillaume en prenant Cécile par le cou. Il n'y a pas à dire, fit doctement cette dernière, les mains sur les hanches. Vous ne m'ôterez pas de l'idée que nous, les nobles, nous sommes assez, crièrent 6 voix en chœur.